Voilà donc notre titre, culture de collaboration et conception. J'ajoute à l'introduction que nous participons tous les deux à cet UML CNRS qui s'appelle eCube, Institut interdisciplinaire de l'innovation, donc CNRS Télécom ParisTech, mais également Mines ParisTech et École Polytechnique. Alors, donc, je sais pas, je pense que c'est un titre très intéressant. Donc, moi, je vais commencer en essayant d'expliquer ce que ça signifie culture de collaboration, au moins dans un premier temps, sur le plan plutôt conceptuel. Et par la suite, Françoise va présenter les choses sérieuses, les études. Alors, donc, pour essayer de cerner cette notion de culture de la collaboration, nous allons présenter déjà une façon de caractériser la collaboration ou bien l'activité collaborative en la distinguant d'autres phénomènes, par exemple la coopération. Et nous allons évoquer également la question du temps, du développement de l'activité collaborative. Donc, dans un premier temps, on peut distinguer la collaboration de la coopération. C'est une distinction qui est maintenant assez courante dans le domaine voisin de CSCW, Computer Supported Collaborative Learning, une distinction introduite par Rochelle et Teasley et que par la suite j'ai élaboré. Alors la coopération, minimalement, c'est poursuivre un but supposé partagé, aider les autres à réaliser le but, ne pas les empêcher de réaliser le propre but s'ils ne sont pas contradictoires avec les siens. Et surtout, c'est compatible ou bien ça va de pair avec la sous-division de tâches et la distribution de ces sous-tâches au travers les participants. Alors la collaboration, par contre, c'est plus une activité synchrone. J'ai essayé de traduire la définition là. L'effort conjoint, persistant, avec cette notion de agency, partagée, plutôt synchrone, qui vise à élaborer une représentation partagée du problème à résoudre. Alors, comment étudier cette représentation? Essentiellement, ça revient à étudier ce qu'on peut appeler les opérations discursives. Comment on transforme les idées ensemble dans le discours échangé. Et ces mêmes auteurs ont introduit la notion de joint problem space. En gros, c'est le groupe, son espace partagé, son terrain commun, qui devient l'objet d'études. On peut penser, à titre d'exemple, à écrire un article ensemble. On peut dire, bon, toi tu fais l'intro, voilà, tout le monde a eu cette expérience, et puis on divise le problème en sous-tâches, et puis après il faut mettre les morceaux ensemble. Ou bien on peut faire quelque chose qui est beaucoup plus ardu, c'est rester côte à côte, essayer vraiment de se comprendre sur le fond. Alors, une fois qu'on pose une distinction binaire comme celle-ci, ça devient évident que c'est pas si simple que ça, et qu'en fait il y a un continuum entre coopération et collaboration. On les trouve dans la nature rarement chacune dans un état pur, parce que coopérer, ça nécessite une certaine collaboration, au moins pour se mettre d'accord sur cette division en sous-tâches, et puis pour recoller les morceaux à la fin. Et en fait, en général, plus ça va vers la division et la coopération, plus ça devient difficile à recoller les morceaux à la fin. Et les sous-tâches peuvent être plus ou moins distribuées et d'une manière dynamique. Les rôles interactifs peuvent coévoluer dynamiquement, et ça c'est quelque chose que nous avons étudié. Donc pour résumer, je dirais tout d'abord, bien sûr, on ne peut pas légiférer et que dans les différentes problématiques de recherche, parfois on peut parler indifféremment de coopération, collaboration, coordination, etc. Tout ce que nous voulons faire, c'est de poser d'abord nos définitions
à nous et après d'essayer de les opérationnaliser dans des études spécifiques. Donc la coordination, c'est souvent évoqué, se passe plutôt sur le plan sur le niveau des comportements. C'est littéralement coordination, c'est l'ordonnancement des comportements ou la synchronisation dans le temps. Comme si quand on marche sur le trottoir et on va vers quelqu'un et on essaye de s'éviter, ça c'est un problème de la coordination. La coopération, je l'ai déjà dit, c'est plutôt sur le niveau des actions et la division des sous-tâches. Et la collaboration, donc, se passe plutôt ou est définie plutôt sur le plan des idées. Étymologiquement, collaboration, c'est co-élaborer, c'est ensemble, hors travail. Bon, une paraphrase, c'est de dire, c'est de faire ressortir les idées ensemble. J'ai déjà dit qu'on l'étudie en fait pas sur le plan des choses qu'on ne peut pas voir, quoi, en fait, les idées, mais sur le plan de la co-construction de l'objet du discours. Alors, la collaboration et le dialogue n'ont pas seulement, je dirais, un caractère opérationnel, mais il y a également une dimension éthique qui est associée avec la collaboration. La collaboration est souvent connotée avec des valeurs positives. Ceci étant dit, pas toujours. Tout d'un coup, je me souviens d'il y a une vingtaine d'années, quand j'ai parlé de la collaboration dans l'apprentissage à Lyon, on m'a dit qu'il fallait pas évoquer ça parce que ça faisait, disons, ça donnait des mauvais souvenirs de la guerre. C'est une histoire vraie, voilà. Et donc également d'une dimension idéologique, c'est-à-dire au sens de système d'idées et de valeurs. La collaboration en tant que valeur soit positive ou négative. D'ailleurs, quand nous parlons d'idéologie, ce n'est pas du tout avec une connotation péjorative. On veut simplement dire littéralement ce que le mot veut dire, idéologie, système d'idées et de valeurs sous-jacentes. Et c'est associé à la collaboration, à la construction du problème de la solution et également la construction du collectif lui-même. Et c'est là-dessus que c'est sur ce point-là que nous allons insister aujourd'hui, je pense, la construction du collectif. Voici un exemple d'une recherche que nous avons menée dans le cadre d'un projet ANR, également en associant Flore Barcellini, ici présente, en analysant la distribution des messages et des edits dans les articles Wikipédia, les messages dans les discussions associés à la rédaction de l'article. En gros, on peut identifier, grâce à des outils qui font ces très jolis schémas, je pense, des zones ou une zone d'action découplée, du genre one-shot message, quoi. On intervient et il n'y a pas beaucoup d'interaction et de collaboration entre les interventions et également les zones de collaboration. Et en fait, nous avons, lors de cette recherche-là, également montré ou découvert, je ne sais pas, on a vu que, en fait, la collaboration était intimement associée au désaccord, au conflit d'opinion. S'il y avait dialogue et collaboration, c'est alors parce qu'il y avait un désaccord. Alors, deuxième point, la question dans cette intro, la question de la durée, la démarche longitudinale. Alors, je ne vais pas vous lire ces deux citations-là à haute voix. Alors, Mercer, vous ne le connaissez peut-être pas dans cette communauté de recherche, mais il est professeur à l'université de Cambridge. Et dans un article qui s'appelle The Seeds of Time, les germes du temps, peut-être vous pouvez lire en anglais là pendant que je parle. Essentiellement, il critique l'analyse des interactions d'une manière décontextualisée. Pour des raisons de commodité méthodologique, souvent on analyse
les interactions d'une manière isolée, peut-être pendant une séance de 1 heure et demie, et c'est déjà une tâche énorme de faire une analyse sérieuse de tout cela. Mais il plaide pour une démarche où on essaie de situer les interactions spécifiques dans le contexte historique des autres interactions qui possèdent l'interaction sur laquelle on est focalisé et les interactions qui vont suivre. Idem avec Engelstrom et son collègue en fait, il critique essentiellement la démarche de l'analyse conversationnelle. C'est ça sa cible. Et il dit essentiellement que les analyses très très fines des discours peuvent être intéressantes, mais ça n'apporte rien à la compréhension de la résolution de problèmes et de l'apprentissage dans les workplaces et dans les réseaux professionnels si on ne situe pas ces interactions d'une manière historique. Voici un exemple d'une recherche menée par Françoise avec des collègues, Anne-Marie Hébert, Jean-Marie Burkhardt, Stéphane Saffin, Pierre Leclerc, des collègues de Liège, il me semble, en Belgique, sur un design studio en architecture. Et vous voyez avec les schémas, Françoise peut mieux en parler que moi, qu'en analysant les différentes qualités ou caractéristiques de la collaboration dans le temps, on peut voir émerger certains phénomènes. Et notamment, je pense que c'est un résultat qui mérite vraiment à être cité parce que c'est quand même important, c'est la relation bilatérale entre progrès avec la tâche de design et qualité de la collaboration. Une bonne collaboration permet la progression de la tâche et vice-versa, en fait. Donc, si on a des difficultés, si on regarde une séance d'activité collaborative, on pourrait avoir une vision négative des processus mis en œuvre. Mais si on regarde dans une plus longue durée, si on change l'unité d'analyse, la vision peut changer. En gros, l'effort nécessaire ou l'effort à court terme dans la construction du collectif peut être bénéfique à long terme. Et nous allons revenir là-dessus dans la suite. Donc, pour résumer cette introduction peut-être un petit peu longue, parce que c'est le matin. Premier point, la collaboration se passe sur le plan des actions et des idées qu'elle véhicule. Deuxième point, l'activité de conception, de co-conception, va de pair avec la construction du collectif. Les idées véhiculées par les actions peuvent être organisées en systèmes d'idées et de valeurs, des idéologies, parfois en confrontation. Ce que ça veut dire, c'est que si on regarde un niveau très micro, on peut voir les conflits d'idées et leur résolution, mais très souvent, toute une suite d'activités collectives peuvent être caractérisées par une sorte de clash entre des systèmes d'idées à un niveau plus macroscopique. Quatrième point, donc pour comprendre l'évolution de la collaboration et évaluer ses qualités ou apports, il faut l'étudier d'une manière contextuelle et longitudinale. Et c'est là où il y a quelques problèmes sur le plan méthodologique qui vont être abordés par la suite. Donc, explorer la notion de culture de collaboration, c'est étudier la stabilisation des pratiques dans le temps, la coélaboration des valeurs dans le groupe, et enfin, cette notion de culture de collaboration, je pense qu'elle est assez intuitive. On peut parler de culture avec un grand C sur le plan international, culture avec un petit c par rapport à une organisation. On peut dire là, ils ont une culture de collaboration ou non, et également sur le plan d'un groupe spécifique. On va changer de place? Non. Attends. Hop. Ouais. Ok, donc je vais essayer maintenant d'explorer cette notion de culture de collaboration à travers deux études.
qui correspondent en fait à deux travaux en cours de doctorante qu'on co-cadre avec Michael. Une première étude qui traite d'une approche interculturelle qui va essayer de contraster culture de collaboration en France et au Japon dans des écoles d'ingénieurs, et également une approche développementale de la collaboration en conception. Et une deuxième étude qui va plus traiter de la dimension idéologique dans la conception, avec des systèmes de valeurs qui sont attachés non seulement à la façon dont on collabore, mais à l'objet de la conception lui-même. Et ça traitera de l'anticipation des usages dans un quartier collaboratif intelligent. Alors, les premiers travaux, donc c'est des travaux qui sont menés en collaboration entre Télécom Paris Tech et Tokyo Tech, et donc entre deux écoles où on a, et c'est le travail de doctorat de Moini Vanille, qui est à peu près en fin de doctorat, bon, depuis un certain temps. Voilà, donc où elle a essayé d'une part de contraster les cultures de collaboration dans des groupes d'élèves ingénieurs à Tokyo Tech et à Télécom Paris Tech, également de suivre à travers un projet d'étudiants à Télécom Paris Tech des groupes d'élèves et d'essayer d'approcher au plus près comment les cultures de collaboration pouvaient se développer dans ces formes de pédagogie par projet. Alors, tout d'abord, l'approche interculturelle. Une première étape a été d'opérationnaliser cette notion de culture de collaboration dans la conception. Et l'approche qui a été adoptée, c'est une approche multidimensionnelle qui était basée en fait sur des travaux antérieurs qu'on a menés avec Jean-Marie Burkhardt et Stéphane Saffin, et auxquels tu faisais référence tout à l'heure. Donc on a une grille d'analyse multidimensionnelle que je vais vous présenter dans le prochain slides, qui permet d'analyser en fait différents aspects de la collaboration en conception. Et donc c'est une approche comparative dans deux écoles d'ingénieurs en France et au Japon. Alors la grille multidimensionnelle qu'on appelle QC3, qui a été utilisée pour contraster les cultures de collaboration dans ces deux écoles d'ingénieurs, elle distingue en fait différentes dimensions de la collaboration. Alors tout d'abord, un groupe, quand il collabore, il y a un certain nombre d'activités qui sont centrées sur la tâche elle-même, sur la tâche de conception. C'est ce qu'on va appeler task oriented, c'est ce qui est les processus qui sont orientés vers la tâche, et des processus qui vont être plus orientés vers le groupe lui-même, vers la constitution du groupe, encouragement mutuel, et également la façon dont ces processus sont répartis. Est-ce que le groupe met plus l'accent sur est plus orienté vers la tâche ou plus orienté vers la constitution du collectif lui-même, ce qui peut aussi changer dans le temps à différentes étapes de construction du collectif. Donc là, ce qu'on va distinguer comme dimension orientée vers la tâche, c'est tout ce qui est trait aux relations interpersonnelles, par exemple les encouragements mutuels. Aussi la distribution des rôles parmi les participants. Donc est-ce que les différents processus de régulation du collectif, par exemple, est-ce que c'est un groupe hiérarchique ou non?
Est-ce que les rôles sont monopolisés par un participant? Par exemple, c'est un participant qui va réguler le collectif, ou est-ce qu'il va y avoir une régulation mutuelle? Est-ce que les idées sont plus qui sont émises sont plus centralisées sur un participant? Enfin, c'est un participant qui prend en charge la proposition des idées, par exemple, et les autres critiques, ou est-ce que ça c'est réparti de façon symétrique dans le groupe? Donc, c'est ce qu'on entend par la distribution des rôles. Des activités de coordination. Il y a aussi des dimensions qui ont trait plutôt plus à la communication elle-même. Donc tout ce qui est constitution d'un référentiel commun, des processus d'intercompréhension, le fait d'avoir des focus communs dans le collectif, la fluidité de la communication. Donc là, c'est plus sur la façon dont on va échanger. Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a des silences, par exemple? Est-ce que on communique assez rapidement avec des overlaps? En marron, les activités qui sont vraiment centrées sur la tâche. Donc là, dans une tâche de conception, on va distinguer ce qui va être plus sur génération des idées, créativité. Est-ce qu'il y a beaucoup d'idées générées? Est-ce que ces idées sont assez diverses? Est-ce que ces idées sont reprises d'un participant à l'autre? Il y a des groupes qui pourraient être potentiellement très créatifs, qui génèrent plein d'idées, mais les idées sont simplement pas reprises. Et les aspects argumentatifs, donc est-ce qu'il y a des formes d'argumentation? Est-ce que c'est des argumentations plutôt compétitives ou coopératives et constructives? Et enfin, la distribution entre ces deux types d'activités. Donc, est-ce que le groupe va être plus centré vers des activités orientées vers la tâche, éventuellement vers l'efficacité à court terme, ou vers la constitution du groupe lui-même, vers des activités interpersonnelles. J'avais des exemples. Voilà. J'ai oublié. Bon, voilà le questionnaire. Donc, en fait, ça, c'est une grille de 33 questions qui correspondent à ces différentes dimensions. Qui dans cette étude est utilisée en fait pour évaluer des groupes, comment ils collaborent sur la base de vidéos, et on va demander à des juges français ou japonais d'utiliser cette grille. On va pouvoir comparer en fait la façon dont ils voient la collaboration. C'est une grille qu'on peut aussi utiliser comme un outil réflexif pour les collectifs eux-mêmes, pour réfléchir sur la façon dont ils collaborent. Enfin, il y a différentes façons ça on pourra en discuter peut-être plus tard. Donc là, un exemple. Alors, mais je sais pas, est-ce que vous pouvez lire, vous? Non? Moi non plus. Alors, bon, non. Voilà, là on peut lire. Donc, par exemple, sur les questions portant sur l'argumentation, il y a des questions sur est-ce que dans quelle mesure est-ce que les propositions qui sont faites sont critiquées, justifiées, expliquées. Donc on peut cocher beaucoup, parfois jamais. Est-ce qu'il y a des accords, désaccords dans le groupe? Donc c'est dans quelle mesure il y a des désaccords, beaucoup, parfois jamais. Un autre exemple, c'est sur la distribution entre résolution de problèmes et les relations interpersonnelles. Donc, est-ce que le groupe est plus focalisé sur la résolution de problèmes et sa coordination, ou plutôt sur des activités interpersonnelles, ou alors sur des mix focus, quoi, les deux. Alors, le protocole qui a été utilisé pour comparer donc la vision de la collaboration, enfin la culture de collaboration
français, japonais. C'était de demander à 10 étudiants ingénieurs français et 10 étudiants ingénieurs japonais qui ont là la fonction de juge d'utiliser cette grille pour évaluer des extraits de sessions qu'on avait sélectionnés auparavant de groupes d'étudiants français et japonais qui collaborent dans des en fait c'est dans des séances de brainstorming. Alors préalablement à l'évaluation, on leur a expliqué bon qu'est-ce que c'était que QC. Ils ont eu des sessions d'entraînement à l'utilisation de la grille. Et ensuite, on leur a présenté donc ces vidéos qui font, je me souviens plus exactement, c'est peut-être écrit, 4-5 minutes chacune. Bon, pour certaines, bon, qui étaient sous-titrées quand c'était pas dans la langue d'origine. Et on leur demande donc d'évaluer. Donc les vidéos, chaque vidéo est présentée plusieurs fois dans des ordres différents. On leur demande d'une part d'évaluer les vidéos. D'autre part, à la fin de la session, de reprendre le questionnaire QC et de cocher, d'expliciter qu'est-ce que c'est qu'une collaboration idéale pour eux, donc indépendamment de l'évaluation d'un groupe particulier. Alors, qu'est-ce que ça montre? Là, je donne juste les résultats généraux, mais on peut revenir dessus par la suite dans les questions. Ce qui apparaît, c'est en termes de collaboration idéale, il y a vraiment une culture trans-institutionnelle qui apparaît, qui est une culture, on va dire, plutôt école d'ingé, sur les dimensions qui sont centrées sur la tâche de conception. Il y a un fort accord intragroupe pour les Français, pour les Japonais, et aussi intergroupe. Par contre, on voit apparaître des différences culturelles centrées sur deux aspects en particulier. Sur l'orientation, est-ce que l'orientation est plutôt vers la tâche ou vers le groupe? Donc là, ça renvoie à des résultats en fait dans la littérature entre culture occidentale et orientale sur des différences, et notamment au Japon, cette culture du wa où il faut privilégier l'harmonie dans un groupe. Donc la construction du collectif est très importante, alors que dans notre culture, l'orientation sur la tâche est plus importante, avec des notions d'efficacité. Et aussi des différences sur les aspects argumentation, où finalement l'argumentation, on a l'impression que pour les Japonais, c'est quand il y a des accords, ça renvoie plutôt à une argumentation compétitive plutôt qu'aux constructive. Et très souvent, ils peuvent pas, ils n'ont pas vraiment de ce concept d'argumentation. On pourra aussi en revenir là-dessus, mais le concept même d'argumentation est différent pour un Japonais. Et il faut que j'avance plus vite parce que. Alors maintenant, l'approche développementale. Donc l'approche développementale consistait à suivre deux groupes d'élèves dans un projet de conception qui s'appelle PACT, qui est en première année à Télécom Paris Tech. C'est une pédagogie par projet qui a pour objectif d'une part d'entraîner les élèves ingénieurs à concevoir, à co-concevoir. C'est des projets dits innovants. D'autre part, l'objectif c'est de les entraîner à leur apprendre à collaborer. Sachant qu'ils sortent de classe prépa, donc ils sont plutôt dans un
formatés pour travailler seuls dans une approche assez compétitive. Donc c'est un peu l'étape première année pour bon, j'imagine que dans toute école d'ingé il y a ce genre de pédagogie qui est mise en place. Donc les deux groupes ont été suivis pendant 6 mois, pas mal de vidéos et d'analyses de vidéos. Il y a les méthodes pour approcher donc le développement de la culture de collaboration. Les méthodes qui ont été mises en place a été d'une part d'essayer de comprendre le cadre institutionnel, qu'est-ce qui était valorisé dans le cadre d'une part de l'école télécom et dans le cadre de Pacte comme en termes des valeurs de Schwartz. Bon, ça c'est qui contraste plus des cultures qui vont être plus individualistes, compétitives ou collaboratives, qui favorisent l'autonomie ou non. Donc de comprendre en fait qu'est-ce qui était un peu le contexte institutionnel pour ces deux groupes. Ensuite, ça a été de comprendre l'évolution des pratiques à travers l'analyse de séances avec la méthode QC, et enfin de faire débattre chacun des groupes. Donc en fin bon, on aurait souhaité le faire à différents moments pendant les 6 mois, mais ça a été fait juste en fin de projet pour les deux groupes, de faire un entretien de groupe avec un petit peu d'autoconfrontation avec des vidéos de chaque groupe, et de leur faire expliciter leurs valeurs et leurs normes dans chaque groupe. Alors les résultats principaux, ça a été voilà, 2 résultats principaux. Tout d'abord, on retrouve une relation bilatérale entre le processus de conception et les pratiques collaboratives. Alors, en gros, il y a un groupe qui s'est constitué en conception distribuée. Donc, très vite, en fait, ils ont décomposé les tâches en sous-tâches et essayant de minimiser au plus la collaboration, en fait, ce qui pensait être un effort supplémentaire de collaborer. Donc, on est plutôt, on se répartit le travail et en gros, on va s'en sortir comme ça et en réintégrant ce que fait chacun. Donc, ils ont mis l'accent sur la coopération et ce faisant, dans le temps, les deux aspects se sont renforcés, quoi. L'autre groupe, lui, il a plus fonctionné en co-conception, alors avec beaucoup plus de séances en coprésence, beaucoup plus de partage d'idées. Et lui, il a mis vraiment l'accent sur la collaboration, bon, sachant que sur le projet de 6 mois, il y a eu aussi un partage de tâches en sous-tâches et aussi des tâches qui étaient faites en parallèle. Mais l'accent, il y a vraiment un groupe qui coopère, un groupe qui collabore. Alors ça détermine, en fait, il y a un groupe qui a vraiment construit une culture de collaboration alors que l'autre non. Et ce qu'on voit, c'est que la culture institutionnelle, même si elle va encourager, en tout cas la culture Pacte, à collaborer, elle n'est pas déterministe de la culture de collaboration qui se développe dans les groupes. Et ce qu'on voit, ce qui est en jeu, c'est plus des questions d'efficacité. Donc, il y a un groupe qui va être plus orienté sur la tâche. Voilà, on coopère, on cherche plutôt à être efficace et à minimiser l'effort de collaboration. Alors que l'autre groupe va chercher plutôt à construire des relations interpersonnelles, bon, qui peuvent être à certains moments au détriment de l'efficacité. Donc il y a une orientation plus vers le collectif lui-même. Et finalement, on a
soit une vision à court terme qui est plus qui vise plus l'efficacité et le résultat, oui, et une vision à long terme qui va être plus construction d'un collectif. Et à la fin, en fait, si on demande à chaque groupe, est-ce que vous voudriez continuer en tant que groupe à collaborer, il y a un groupe qui dit oui, c'est une expérience positive, alors que l'autre il dit non, pas question. Voilà, il y a rien s'est construit. Pas, quoi. Oui. Ouais. Donc je vais essayer. Je vous laisse deviner. Alors je vais passer plus rapidement sur la deuxième étude. Donc la deuxième étude, c'est dans le cadre de l'anticipation des usages dans un quartier collaboratif intelligent. Donc c'est une étude qui a été, je peux passer, financée par l'Institut de la Société numérique de Paris-Saclay. Et la question qui était posée, c'était comment on peut modéliser la gestion collective des ressources dans un quartier collaboratif intelligent, sachant que ce type de quartier n'existe pas encore vraiment. Donc avec un focus qui a été mis sur comment on pourrait anticiper les usages dans ce type de quartier et comprendre l'acceptabilité sociale. Donc l'approche qui a été mise en place, donc la doctorante c'est Chloé Lebaille, qui est aussi co-encadrée par nous deux. Son approche a été d'abord de dire est-ce que je peux, une approche un peu classique en ergonomie, ces quartiers collaboratifs intelligents n'existent pas encore, est-ce que je peux trouver quand même une situation de référence qui s'approche un peu par certains côtés de ce que pourraient être ces quartiers et essayer d'analyser ce qui se passe. Donc elle a fait une première étude dans des habitats collaboratifs. Deuxième étude basée plus sur des principes de créativité. C'était de mettre ensemble des groupes pluridisciplinaires d'étudiants et de les faire brainstormer sur qu'est-ce que pourraient être ces quartiers, les usages dans ces quartiers, et voir un peu analyser les débats autour de la construction, de la co-construction de ce que pourraient être les usages dans un quartier collaboratif intelligent. Troisième étape qui est en cours, c'est de simuler sur la base de l'étape 2 et de l'étape 1, construire un jeu de rôle en fait, et de faire simuler les usages dans ces quartiers. Alors la première étude, l'étude d'une situation de référence, un habitat collaboratif où elle a passé quelque temps dans la Drôme. Alors c'est un collectif à forte dimension idéologique au départ, donc là on n'est pas dans le cas où il y a vraiment des débats idéologiques. Ce qui est intéressant de voir, donc elle a étudié les réunions, elle a analysé les réunions de ce collectif, où ils prennent des décisions sur les questions de partage de ressources, usage, voilà. On conçoit en fait, ils sont tout au début en fait de leur expérience d'habitat collaboratif. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que ils ont été formés, enfin ils ont fait le choix de se former à des méthodes de travail en groupe, et ils ont été formés à une méthode notamment de délibération appelée la parole au centre. Donc on n'est pas, pour les processus de prise de décision, on se base pas sur la majorité, parce que la majorité ça va être clivant à certains moments. Or ce type de collectif, on veut pas qu'il y ait de scission en fait. On vit ensemble, on voit plutôt la chose à long terme. Donc
il faut choisir un type de délibération qui va pas polariser les débats, mais qui va plutôt on va chercher à construire des décisions de manière consensuelle. Donc la parole au centre. Deuxième étape, ça a été de faire des groupes de brainstorming pour imaginer des usages dans ces quartiers collaboratifs. Voilà, bon, ça c'est assez classique. Et ensuite, sur cette base-là, elle a construit un jeu de rôle qui va être joué par des participants qui prennent des rôles, et on va jouer des scénarios en fait imaginés dans ces quartiers. Alors, qu'est-ce que montre cette étude? Ces différentes études, c'est alors que d'une part, autour de ces quartiers collaboratifs et intelligents, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la coexistence en fait de deux modèles, des modèles qui vont être plus utilitaires, rationnels pour la prise de décision. Donc, par exemple, on choisit tel scénario parce que ça me fait économiser de l'argent, versus des modèles qui sont plus basés sur des valeurs idéologiques, développement durable. Voilà, alors il n'y a pas forcément, il y a coexistence en fait toujours de ces deux modèles, donc qui déterminent un peu différemment les prises de décision et les débats. Et enfin que l'élaboration et la mise en œuvre des règles d'action en termes d'usage, par exemple partage de telles ressources, vont souvent amener à déplacer l'espace des débats de l'objet lui-même, dont un débat, vers des systèmes de valeurs. Alors, ce qui va poser la question de comment, à certains moments, on va pouvoir... est-ce qu'on peut réajuster les systèmes de valeurs et dans quelle mesure c'est possible. Voilà. Alors, 2 derniers slides. Donc déjà en tant que synthèse, ce qu'on a vu, c'est que les processus de régulation, de co-construction des collectifs vont permettre de différencier des groupes au travers de cultures différentes, France-Japon, sont à privilégier par rapport à l'efficacité pour des groupes qui doivent et qui veulent collaborer sur une longue durée, donc question d'échelle temporelle, et que ça va de pair aussi avec des systèmes de valeurs partagées. Je crois que tu voulais dire quelques mots pour lancer les... Oui, voilà, c'est une conclusion lâche sous la forme des questions. Alors, premier point, qu'est-ce qui évolue dans le temps? Pour aller vite, je dirais que dans la thèse de Moini Vani, nous sommes loin d'être sûrs d'avoir vraiment pu identifier les phénomènes qui évoluent dans le temps. C'est quand même extrêmement difficile. Il existe des recherches, par exemple, en gestion, très connues, peut-être sans doute vous les connaissez déjà, où on dit, bon, les groupes passent classiquement des différentes phases. Première phase, je pense, c'est storming, brainstorming, puis norming, on définit les normes, puis performing. Alors, je ne sais pas sur quoi ces modèles, pareil, probablement normatif et fondé, mais dans les articles là-dessus, c'est difficile de trouver la base empirique de ce genre de modèle-là, et je pense qu'on est encore assez loin du compte. Donc il y a du travail à faire pour tout le monde. Deuxième point sur 3, c'est... et là, nous avons pensé à Marianne Cerf qui m'avait... Je lui ai posé la question un jour, qu'est-ce qui l'intéressait vraiment? Et je vais totalement déformer ses propos en disant qu'elle m'avait dit, c'est la conversion, quoi. C'est-à-dire que... Non, c'est moi qui dis ça. Mais comment faire changer les pratiques et les idéologies, les systèmes d'idées, de valeurs dans le monde agricole?
manipulation, Ah, j'ai pas dit manipulation, mais comment faire évoluer? Alors, quelles sont les possibilités et les limites de l'évolution des systèmes d'idées et de valeurs, grâce à la collaboration et éventuellement à l'interaction argumentative. Et je dirais juste qu'il y a des recherches sur l'argumentation là-dessus, par exemple, qui montrent que, en effet, c'est peu probable. On ne change pas de cheval au milieu du gué, quoi. C'est normal qu'on ne va pas, au cours de quelques interactions, changer fondamentalement son système de valeurs. Et que plutôt, dans l'interaction argumentative ou quand on collabore ensemble, ça va permettre à chacun de probablement approfondir, en fait, son propre point de vue, tout en le rendant probablement plus concessif ou en intégrant d'une manière qu'on appelle polyphonique le discours de son opposant. Alors, troisième, donc ça c'est toute une question, je pense. Et enfin, je pense que nous avons insisté sur les différences entre les valeurs de la collaboration elle-même, individualisme, collectivisme, etc., à travers ces deux études que Françoise a présentées. Et je pense que c'est que maintenant qu'on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de liens entre ces études. Donc, valeur de la collaboration elle-même, je dirais même la collaboration en tant que valeur, et ou les valeurs qui s'attachent à l'objet même de la collaboration. Par exemple, concevoir une technologie innovante, la technologie en elle-même ne véhicule pas nécessairement de valeur, alors qu'un habitat partagé, si, quoi. Et enfin, quid du monde agricole que nous ne connaissons pas, mais nous sommes là aujourd'hui pour en discuter avec vous. Et puis voilà quelques références. The end. Voilà. Merci.